Bonjour Thomas. Bonjour Alexandra. Nous allons aujourd'hui aborder un événement historique, on peut dire, des relations entre la principauté de Monaco et la France qui remontent à très loin. Et on va parler plus précisément de l'année 1918 avec le fameux traité de Paris. Absolument. Alors, donc, un bon centenaire, donc, puisque ce traité est signé quasiment à la fin de la Première Guerre mondiale, le 17 juillet 1918, effectivement à Paris. Ce traité va rester secret jusqu'à la fin des hostilités et surtout, ce qui est très important, va être annexé au traité de Versailles. Donc c'est l'article 436 du traité de Versailles, donc le 28 juin 1919. Toutes les parties, y compris donc les nations défaites de la Première Guerre mondiale, prennent connaissance, prennent acte de ce traité qui définit les relations entre la France et Monaco. Alors c'est souvent un traité qui est en partie mal compris. Oui, il ne faut pas oublier de resituer. Les gens oublient peut-être souvent de resituer dans son contexte. Absolument. Alors, le précédent traité franco-monégasque, il faut le rappeler, datait du 2 février 1861. Il était conjoncturel parce qu'il fallait régler la question de Menton et de Roquebrune. Et donc l'indemnisation de la perte de Menton et de Roquebrune depuis 1848. Et Napoléon III avait décidé de régler cette question en indemnisant le prince de Monaco pour cette perte. Et ce traité définissait l'arrivée du chemin de fer rapide, la construction de nouvelles routes permettant de désenclaver Monaco. Donc ce traité avait été fondamental pour la reconversion économique de Monaco que l'on connaît vers le tourisme balnéaire et le succès de Monte-Carlo. Donc un traité qui n'était plus de mise. Oui, là le contexte a totalement changé. On est au sorti de la Première Guerre mondiale. Absolument. Quand même. Et puis il y a une autre question aussi qui se pose, c'est que donc c'est le prince Albert Ier qui est le prince de Monaco. Oui. Et la question se pose de l'héritier, Oui. le prince Louis II, qui Absolument. n'a pas de descendant légitime. Voilà, pas de descendant direct légitime, mais c'est une question ça, qui préexiste avant ce traité. Et ce n'est pas ce qui détermine ce traité, contrairement à des interprétations qui sont parfois données, puisque le prince Albert Ier a organisé souverainement sa succession, librement, dès 1911. Alors, ce traité va évoquer la question de la succession, ce qui est bien normal, parce que les relations, évidemment, de la France et de Monaco, on parle d'une communauté de destin depuis le XVIIe siècle, la géographie dicte la proximité, dicte évidemment une nécessaire proximité, d'autant que la France garantit la souveraineté et l'indépendance de Monaco. Alors, l'article qui a fait le plus souffrir, je dirais, jusqu'au nouveau traité de 2002, puisque le traité de 1918 est resté en vigueur pour les relations franco-monégasques jusqu'au traité actuellement en vigueur, donc qui a été signé en 2002. Et évidemment, la contrepartie de la garantie que la France donnait pour l'indépendance et la souveraineté de Monaco, c'était que les droits de souveraineté devaient être en parfaite conformité avec les intérêts politiques, militaires, navals et économiques de la France. Ce qui est évidemment une contrepartie relativement logique, puisque dans la mesure où la France garantit la souveraineté, défend le territoire, défendrait le territoire de la principauté comme son propre territoire, on voit mal comment il pourrait y avoir, pour les intérêts fondamentaux de la France sur le plan diplomatique, de divergences importantes. Alors, ce traité donc, a parfois été confondu d'ailleurs avec une convention postérieure, la convention de 1930, dont on parlera peut-être lors d'une prochaine émission, qui réservait un certain nombre d'emplois dans la haute fonction publique, c'est vrai, à des Français détachés. Donc là, qui était forcément une limitation à l'exercice de la souveraineté et à l'accession des Monégasques à tous les emplois. Mais c'est aussi encore un autre contexte qu'il faudra évoquer. Mais le traité de 1918 n'est pas si inégal. Et puis, dans le contexte de reconfiguration de l'Europe à la fin de la Première Guerre mondiale, le risque était quand même réel de voir Monaco disparaître. Monaco aurait pu être un sujet, là d'ailleurs était un petit peu de discorde entre la France et l'Allemagne, donc une véritable question européenne, un véritable problème.
Là, dans la mesure où la France garantit, la France est quand même un des grands pays vainqueurs parmi les alliés, donc dans la mesure où la France garantit la souveraineté et l'indépendance de Monaco, on peut aussi interpréter le traité de 1918 comme une étape très importante dans la continuation de l'exercice de cette souveraineté monégasque. Donc il ne faut pas le mésestimer ou mal l'interpréter, ou comme vous le disiez, le sortir de son contexte, un contexte quand même particulier. Et la France, incluant ce traité dans le traité de Versailles, évidemment, on lui donne une force internationale. Donc on peut aussi en voir tout à fait une étape de cette continuité d'une affirmation de la souveraineté. Alors, on le voit... En termes de documents, oui, on voit, alors on a les sceaux, les signatures bien apparentes. Alors, le traité est d'abord signé par les deux personnes qui sont chargées des négociations. Donc, d'un côté, le représentant, on ne parle pas à l'époque d'ambassadeur de Monaco en France, mais c'est le ministre de Monaco à Paris, le comte Balny d'Avricourt, qui authentifie... Le représentant du prince. Absolument, en fait. C'est le représentant du prince, c'est son ambassadeur. Et par ailleurs, c'est Stéphane Pichon, le ministre français des Affaires étrangères, qui co-signe ce document, chacun authentifiant leur signature par leur sceau personnel. Et puis, pour véritablement entrer en vigueur, un traité international doit être ratifié par les deux chefs d'État en exercice. Et donc, il faut en général quelques mois pour que ce processus de ratification aille jusqu'à son terme. Et là, donc, on a un deuxième... Alors, les deux sont les traités originaux. Oui, voilà. Le traité lui-même tel qu'il est signé par les deux représentants des chefs d'État, et puis là, la sous une forme ratification qui est ce superbe, traité. Effectivement. C'était un bel ouvrage. Avec le symbole de la République française, donc RF et les faisceaux de licteurs. Évidemment, la bannière tricolore. Absolument. Et bien puis, reconnaissable. On sait, les deux personnages qui avaient signé le traité ont conclu un procès-verbal d'échange, puisque, évidemment, l'instrument de ratification monégasque est aujourd'hui conservé dans les archives françaises, et nous conservons, donc avec l'ensemble, y compris donc sa pochette d'origine, nous conservons l'instrument de ratification signé par le président de la République française lui-même. Donc le traité est repris, et Raymond Poincaré signe donc à Paris le 18 juin 1919 ce traité avec le sceau de la République française. Ayant vu et examiné le dit traité, nous l'avons approuvé et approuvons en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues. Déclarons qu'il est accepté, ratifié et confirmé, et promettons qu'il sera inviolablement observé, ce qui fut le cas jusqu'en 2002. Jusqu'en 2002, tout à fait Thomas. Merci beaucoup Thomas, à très Merci bientôt. Alexandra, à bientôt.